Géorgie est située au bord de la mer Noire, au carrefour de l'Europe et de l'Asie. La Géorgie est un petit pays du Caucase indépendant depuis 1991. Une région pétrie de tensions et de contrastes, façonnée par un passé tumultueux. Elle se distingue par sa nature spectaculaire et son attachement à ses traditions et des coutumes ancestrales. Les Géorgiens s'enorgueillissent de danses folkloriques endiablées, du vin le plus ancien du monde et de fêtes d'exception. Le Grand Caucase au nord fait la frontière avec la Russie. Le Petit Caucase au sud fait la limite avec la Turquie et l'Arménie. Le Petit Caucase est relié au Grand Caucase par la chaîne de montagnes de l'Irie et sépare ainsi le pays en deux dans le sens nord-sud, à l'ouest la Géorgie d'Europe et à l'est la Géorgie d'Asie. Cette barre en question coupa le pays en deux dès l'Antiquité. Entre le 8e et le 1er siècle se développe à l'est le royaume d'Ibérie, à l'ouest le royaume de Colchide des Grecs. Selon la mythologie grecque, la Colchide est le royaume d'Éthès et de Médée, et la destination des Argonautes qui, avec Jason, devaient récupérer la toison d'or. La Colchide était considérée par les Grecs comme un pays d'une richesse fabuleuse. Les habitants vivaient de l'extraction et du traitement des minerais d'or, de fer et de cuivre. En 90 avant Jésus-Christ, c'est Pharnabazé, petit-fils de Noé, originaire de Anisreta, qui réunit les deux royaumes et fit de sa ville natale sa capitale. Il est considéré comme le premier État géorgien. C'est au début de notre ère, sous l'occupation romaine, que de riches cités se développèrent. La plus connue est Upsilike, la cité de Dieu, un des plus grands sites troglodytes de Géorgie qui atteint son apogée au moment de la conversion de la Géorgie au christianisme. La légende raconte que la cité fut construite par des esclaves. On leur avait donné des outils en or recouverts de fer. À force de tailler la pierre, le fer totalement usé, l'or apparaissait et on leur rendait leur liberté. C'est au Moyen-Âge qu'Upsilike devait prendre toute son importance, et cela pour deux raisons. Elle était un relais idéal pour les caravanes reliant l'Asie à la Russie. La seconde était sa position stratégique, un refuge idéal pour les souverains menacés par des voisins peu avenants. On disait même que qui voulait tenir la Géorgie devait prendre Upsilike. Upsilike était une véritable ville vivante. En témoigne le nombre impressionnant de citernes d'eau, de pressoirs à vin, de boulangeries. On y trouve même un théâtre et une pharmacie.
Alors, les piliers du théâtre romain. Avec la scène. Granit. Dans le calcaire. Ah oui, la pierre noire là. C'est tellement appliqué, elle nous fait une liste Voilà. dessus, on n'a même pas pu. Mais il vaut mieux voir où on met les pieds. Oui. Là, le moment, hein. Là, ça doit être une habitation avec une banquette. La reine Tamar succéda en 1184 à son père Georges III sur le trône de Géorgie. Âgée de 18 ans, d'une grande beauté et d'une intelligence pénétrante que relevait une sincère et profonde piété, elle montra une si grande aptitude pour gouverner son peuple évangélique qu'elle amena le royaume de Géorgie à son apogée. Dès son ascension au trône, après avoir brisé plusieurs révoltes féodales, elle convoqua un concile et restaura une vie ecclésiale saine et établit un bien solide dans la charité entre l'Église et l'État, faisant renaître ainsi des temps bienheureux de l'empereur Constantin. Poursuivant la politique de son ancêtre Saint David le Restaurateur face aux Persans et aux Turcs Séleucides, elle chevauchait elle-même en tête de ses troupes à l'aide de l'archange Michel que ses ennemis pouvaient voir à ses côtés. Des tribus entières de musulmans reçurent alors le baptême. La reine, si martiale dans la conduite de l'État, graciait toujours les condamnés à mort et elle abolit la peine capitale et toute forme de torture. Elle distribuait de larges aumônes aux indigents et fit ériger pour eux des établissements d'assistance. Ayant ruiné sa santé par des jeûnes soutenus et des prières, Tamar remit son âme à Dieu le 18 janvier 1213 après avoir confié au Christ son peuple et son royaume. Alors, ancien temple païen, basilique à 3 nefs, et ensuite ça a servi de grange à foin. L'invasion mongole de 1240 ruina la ville et elle ne s'en remit pas. Le site désormais inhabité contenait originellement plus de 700 grottes à flanc de falaise. L'Église orthodoxe géorgienne affirme que l'apôtre André fut le premier, dès le 1er siècle, à prêcher la parole du Christ au royaume d'Ibérie. La première partie de l'histoire de la christianisation de la Géorgie commence à Jérusalem au moment même de la crucifixion. Un prêtre juif de Anisreta, Hélios, était là par hasard. Après la mort du Christ, les soldats romains tirèrent au sort ces pauvres biens. Et pour une raison qui n'est pas claire, Hélios récupéra la tunique. Lorsqu'il revint à Nisreta, il montra l'habit à sa sœur Sidonie. Sidonie le prit dans ses mains et eut un choc. Elle mourut subitement. On essaya de reprendre la robe, mais les doigts du cadavre étaient tellement crispés dessus qu'on n'y parvint pas. On enterra donc la femme et la tunique ensemble. Au-dessus de sa tombe poussa un arbre gigantesque. Le second acte commence presque 300 ans plus tard avec sainte Nino. Fille d'un général romain, né en Cappadoce, Nino arriva vers 12 ans à Jérusalem. Elle entendit l'étrange histoire du prêtre juif qui était reparti dans son pays lointain avec la tunique du Christ. Nino partit donc pour Anisreta en Géorgie, qui était dirigée alors par le roi Myriam et la reine Nana, polythéiste et idolâtre. Lors d'une fête à l'occasion de laquelle on sortit les idoles, Nino, caché, pria. Une violente tempête de grêle détruisit les idoles. Ce fut son premier miracle. Puis elle guérit et convertit la reine Nana. Le roi, à son tour, se convertit. C'est ici que commence l'histoire de Séti Roveli. L'arbre qui avait poussé sur la tombe de Sidonie fut abattu
est débité en 7 morceaux, 7 piliers pour l'église. Le pilier central ne put être déplacé. Alors, Nino se mit en prière. Le pilier brillait, faisait des miracles. C'était le pilier vivifiant. Le roi Myriam et Nino décidèrent alors de construire ici une église. L'abside est flanquée de 2 chapelles. L'iconostase est moderne. De toutes les fresques de cette église, la plus belle est le Christ peint dans l'abside. C'est la seule fresque du XIe, les autres sont du XVIIe. Sveti Roveli est un centre religieux particulièrement important car elle sert de panthéon pour les rois géorgiens. 13 rois sont enterrés ici. En 1776, qui est né en 1760 et mort le 11 mars 1846. Voilà. Le mur est est le plus richement décoré, probablement parce que c'est celui qui s'appuie sur le chœur. 3 fenêtres renvoient à la Sainte Trinité. Elles sont flanquées d'un aigle au-dessus d'un lion. Dessous, une sorte d'éventail à 12 médaillons représente les 12 apôtres. En dessous encore, une belle fenêtre est flanquée de 2 anges, et encore plus bas, une déisis, Jésus entre la Vierge et Saint Jean-Baptiste. Alors après la façade est, on a la façade nord. Alors voilà le pan et la main avec les instruments de l'architecte. Le monastère de Tchoari, dont le nom signifie le monastère de la Croix, s'élève au sommet d'une montagne rocheuse, au confluent de la Koura et de l'Aragvi, faisant face au village d'Anisreta, qui a jadis été la capitale du royaume d'Ibérie. D'après les sources traditionnelles, Saint Nino, l'évangéliste, élève sur cette même location une grande croix de bois, à la place d'un temple païen. La croix aurait opéré des miracles et amène donc de nombreux pèlerins venant de tout le Caucase sur le site. Une petite église est érigée sur les restes de la croix de bois vers 547. On a les vedettes devant en plus, c'est formidable. C'est formidable, c'est couleur locale. De toute façon, tu es obligé de prendre les 50 000 personnes devant. Hein. Ça me plaît beaucoup. Alors c'est les anges qui portent la croix géorgienne. Ah oui, ça c'est très très beau. Les anges sont superbes. L'église de Tchoari est un exemple de structure à 4 conques. Entre chaque conque, il y a des chapelles formées de 3/4 de niches circulaires communiquant avec l'espace central.
La transition entre la travée de la cour et le dôme circulaire est effectuée à l'aide de 3 rangées de trompes. Pour bas-reliefs présentent une influence grecque ou sassanide décorent les façades extérieures. Pour apprécier la diversité de la plus grande ville du pays, il vaut mieux se mettre en hauteur. Le mélange de monuments anciens et modernes illustre le dynamisme culturel qui anime la cité depuis sa fondation au Ve siècle. Le centre historique, avec ses rues étroites et son architecture éclectique, a été rénové tout en préservant son patrimoine. De l'autre côté du pont, une superbe statue équestre en bronze de Vartan Gorgasali, fondateur de la cité en 458, émerge devant l'église Métairie. L'aspect actuel de l'église de Métairie date de 1289. Au XVIIe siècle, elle fut de nouveau endommagée par les Turcs. Sous la domination russe, elle devint une prison. Enfin, à partir de 1937, un théâtre. Le territoire de l'actuel Tbilissi était jadis recouvert de forêts. Vartan Gorgasali, roi d'Ibérie, chassait aux faucons dans cette contrée boisée. Quand celui-ci attrapa un faisan, les 2 oiseaux tombèrent dans une source chaude, proche, et moururent. Le roi Vartan fut si impressionné par la découverte de sources chaudes qu'il décida d'y fonder une ville et nomma cet endroit Ptili, ce qui veut dire chaud en géorgien. Sous ces dômes de briques se cachent les célèbres bains sulfureux qui accueillent le public depuis le XVIIe siècle. Ouais, c'est joli ici. Les bains et la citadelle. On voit bien les établissements des bains sulfureux en briques. Voilà notre hôtel à Tbilissi, juste au-dessous de la citadelle. Voilà l'hôtel du Faisan. La première fondation fut l'œuvre de Vartan Gorgasali lui-même, le fondateur de Tbilissi, en l'an 500, mais elle ne fut achevée qu'en 620. La structure actuelle date de l'âge d'or de la reine Tamar du XIIIe siècle, mais Tamerlan, le persan Shah Ismaël en 1522 et Shah Abbas un siècle plus tard ne se gênèrent pas pour la saccager. L'iconostase est en pierre dans laquelle sont enchâssées 4 icônes en métal blanc. Elle est complètement recouverte de fresques pas mal noircies par les fumées des bougies. Pourquoi est-elle toujours l'objet d'une vénération particulière? Parce qu'elle abrite la fameuse croix de Sainte Nino. On se rappelle que la Vierge donna à Sainte Nino 2 morceaux de branches de vigne nouées en croix comme preuve de son apparition et comme témoignage de la mission qu'elle lui confiait d'évangéliser la Géorgie. C'est le roi Vartan Gorgasali au 5e siècle qui déclara l'autocéphalie de son église pour lutter contre les attaques des Perses zoroastriens. En 1811, sous la coupe de la Russie, l'autocéphalie géorgienne disparaît. C'est un traumatisme très important et la Géorgie ne pardonnera jamais à la Russie. En 1921, l'église fut de nouveau attaquée par la domination soviétique athée. Aussi, même aujourd'hui, pour chacun des Géorgiens,
Être géorgien, c'est avant tout appartenir à l'Église. La religiosité affichée correspond plus à une appartenance à la nation géorgienne qu'à une vraie spiritualité. L'emblème de la nation, la mère de la Géorgie, tient dans sa main droite le glaive qui pourfendra l'ennemi, et de la main gauche la coupe de vin, sans lequel l'étranger ne saurait être accueilli dignement. Au nord-ouest de la vieille ville, l'avenue Roustaveli est l'œuvre des tsars au XIXe siècle, quand Tbilissi est devenue capitale coloniale russe de tout le Caucase. Tous les édifices officiels sont concentrés sur cette artère. Et à côté de ce théâtre, donc il y a l'université théâtrale de Roustaveli. Donc voilà, Shota Roustaveli, on a déjà parlé, qui était l'écrivain XIIe siècle, Shota Roustaveli. À côté de l'opéra, donc c'est toujours donc le musée de l'art contemporain. Et voilà, donc aujourd'hui on a parlé de la tour donc de Hôtel Biltmore. À gauche de vous, donc c'est l'Académie de sciences. Académie des sciences. Ça continue, voilà, l'avenue de Roustaveli, donc ici, donc c'est déjà la fin. Et l'université pour les langues étrangères aussi dans ce quartier. Toutes les universités. C'est difficile à prendre. Ouvert depuis octobre 2018, le musée des Beaux-Arts abrite plus de 3500 œuvres d'artistes géorgiens contemporains. Il séduit non seulement par ses œuvres exposées, mais aussi par son audacieuse architecture intérieure. 3 étages d'exposition sont reliés par un noyau en acier et en verre. Pour la majorité de ces artistes géorgiens du XXe siècle, ils allient tradition et contemporanéité. Nous avons découvert, entre autres, les paysages de Gabriel Kalandadze et les tendres silhouettes d'Olga Amachukoli. La chasse de la reine Tamar. Dimitri Eristavi, pauvre Géorgie.
Margarita. 2013. 2013. La pomme de la discorde, la pomme de Newton, pomme de la technologie moderne. L'esprit de la forêt. Alexandre Dumas, séduit par Tiflis, écrit « Nous venions d'apercevoir au fond de l'abîme la bouillonnante rivière Koura. Puis, penché sur cet abîme, étagé au flanc de la montagne, descendant jusqu'au fond du précipice, la ville effarouchée, avec ses maisons, pareille à une volée d'oiseaux qui s'est posée, où elle a pu, se poser comme elle a pu se poser. Cette capitale cosmopolite embarque le voyageur en Orient et en Occident, cette fusion de culture ou charme.